Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une émission un peu spéciale et j'espère un peu novatrice, qui est tout simplement l'explication technique de comment fonctionne un piano. Donc je me présente, Clément, de l'entreprise Piano Pariso, et ici ce soir, nous avons vraiment un studio qui nous a accueillis les bras ouverts, le studio CDM à Toulouse. On peut les remercier et profiter un peu de ce grand plateau pour vous expliquer aujourd'hui comment fonctionne un piano. Cette émission va se dérouler un peu en 3 parties. La première partie va être consacrée vraiment à la structure harmonique, le côté harpe du piano. La seconde partie, elle, sera plutôt dédiée à la mécanique, au toucher. Et après, la troisième partie, si vous êtes intéressé, je me proposerai plutôt de montrer un peu comment est notre métier, en quoi il consiste, et vraiment les éléments, un peu les gestes techniques de ce qu'est être accordeur de piano, technicien piano. C'est une émission qui se veut surtout interactive, donc j'espère que voilà, vous voir nombreux derrière les écrans, et n'hésitez pas à poser d'ores et déjà vraiment vos questions. On prendra toujours un temps voilà, pour y répondre. Je vais commencer avec vraiment le cœur un peu du piano, la structure harmonique, et vous dire que c'est vraiment un élément très, très important. C'est un peu plus que le cœur, l'âme, c'est aussi un instrument à la base à cordes et aussi à clavier. Donc un piano, c'est un instrument avec une touche que vous voyez ici, qui se compose très simplement. Et également, voilà, un marteau. C'est un instrument assez récent, il n'a que 300 ans, donc c'est on dit que c'est un Italien qui a inventé le piano, Bartolomeo Cristofori, vers 1700 justement. On va pouvoir d'ailleurs voir sa photo, à quoi il ressemble. Et donc c'est un génialissime, l'inventeur du piano, puisqu'à l'époque, le clavecin de l'époque baroque était roi, et le piano, lui, va apparaître. Alors il apparaît plutôt sous le terme un peu spécifique de clavicembalo con martelli, col piano et forte. Autrement dit, en gros, un clavecin avec des maillets, des marteaux, pour jouer doucement et fort. C'est important, pourquoi? Parce que c'est vraiment ce qui va faire le succès du piano. Le problème du clavecin à l'époque était tout simplement qu'on avait beau jouer fort ou doucement, on changeait dans l'idée un peu plus le timbre que la puissance de l'instrument, que la nuance. Et vraiment, ce que va permettre le piano et ce qui va, alors on ne peut pas dire détrôner le clavecin, mais en tout cas l'intéresser, ça va être vraiment ce potentiel de pouvoir faire des nuances, de pouvoir jouer piano et forte. Nous, l'instrument s'appelle piano aujourd'hui et on est très feignant. Heureusement, si vous l'entendez bien, on peut jouer forte avec un piano. Ça, il n'y a pas de souci. Le piano est forte est maintenant, on va dire, dit comme un instrument historique, un peu ancien, mais le piano tel qu'on le connaît, nous, aujourd'hui, est toujours vraiment d'actualité et toujours fonctionne sur le même principe. Et dans cette invention-là, Bartolomeo Cristofori, lui, a réussi ce pari grâce à une petite pièce toute simple qu'on appelle le bâton d'échappement, et c'est vraiment ce qui va avoir fait le succès de l'instrument. Cet instrument, donc à clavier et à marteau, c'est un instrument à cordes. C'est très important, ça va être vraiment l'âme du piano. On en parlait en première partie, la structure harmonique. Alors la structure harmonique, c'est un nom un peu barbare, mais qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une table d'harmonie qui va permettre de jouer le résonateur, le piano, c'est un instrument à cordes. Vous pouvez voir dans un premier temps, les cordes du piano très facilement sur un piano à queue. Je vous invite à vous y pencher. C'est vraiment ce qui fait aussi la beauté de l'instrument. C'est un instrument, justement, on voit vraiment la multitude de cordes. Sur un piano droit, qui est un instrument qu'on connaît peut-être un peu plus tout un chacun, il est un peu caché. Alors caché pourquoi? Je me propose de vous dévoiler justement l'intérieur d'un piano. On va l'ouvrir ensemble. C'est un geste que nous, quand on vient accorder et entretenir les pianos chez les gens, on fait un peu quotidiennement. Vous pouvez le faire chez vous, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Malgré tout, hop, je me permets, je pose ça là. Voilà, on va pouvoir vraiment mieux comprendre la partie harpe et structure harmonique du piano, vraiment en dévoilant, en ouvrant l'instrument. Voilà. Vous pouvez voir que sur votre piano, si vous les comptez toutes, si vous êtes très sérieux, vous avez donc ici 88 notes, vous avez 52 blanches, 36 noires. Et si vous vous amusez à compter toutes les cordes, c'est un travail encore plus long. À votre avis, il y en a combien? Voilà, on peut se poser la question. La réponse, elle est bien sûr piégeuse, il n'y en a pas 88, il y en a 220. Pourquoi 220 cordes? C'est
une notion assez importante à expliquer, c'est tout simplement que la première corde ici, la première note, lorsque j'appuie dessus, il va y avoir du coup un petit marteau, comme le disait Bartolomeo Cristofori, qui va venir frapper la corde, et ça va donner une certaine puissance. Si par ailleurs je veux jouer avec la même force, 2 notes, une dans les basses et un dans les médiums, et qu'on l'entende sur le même plan sonore, on a été obligé en fait d'augmenter le nombre de cordes. C'est-à-dire qu'à partir des bas médiums, si on veut bien regarder, ici, pour une même note, je vais avoir 2 cordes qui vont être frappées, et à partir des médiums, pour une même note, je vais avoir 3 cordes. Tout simplement, pour augmenter la puissance au sein d'une même note, on a été obligé d'augmenter le nombre de cordes. Et c'est pour ça que pour les 88 notes, on a 220 cordes. C'est un peu technique, mais c'est ce qui va vraiment expliquer le côté harpe du piano. Ce côté harpe, on peut l'entendre vraiment résonner. Le piano, c'est une harpe. Voilà. L'ensemble vibratoire est très important. C'est vraiment la même chose que dans une harpe. À ceci près qu'on y a mis après une touche et un marteau qui vient la frapper, donc le côté mécanique. Mais la structure harmonique, elle, est vraiment propre à toute la famille d'ailleurs des instruments à cordes. Une corde qui est tendue dans le vide, on n'entend pas grand-chose. C'est vraiment, on va dire que très, très faiblement perceptible. On a besoin pour ce faire d'un résonateur. Le résonateur, dans le piano, c'est la table d'harmonie. Alors, la table d'harmonie, on la devine, elle est derrière les cordes, ici, dans un piano à queue. Elle est également, si on veut bien la voir, derrière les cordes, en bas, ici, et même en haut. Bien sûr, elle est cachée, mais dans un piano droit. Et je vais me permettre de vous sortir une table d'harmonie, vous allez mieux comprendre. Voilà. Une table d'harmonie. Alors, le pauvre piano, lui, vous doutez bien qu'il n'est plus là. Mais par contre, la table d'harmonie, elle est bien là et elle fonctionne toujours. C'est quoi, en fait? C'est un haut-parleur, tout simplement. Hein. C'est vraiment une enceinte naturelle. Et on peut faire l'expérience toute bête. Je symbolise ma corde par une petite boîte à musique. Voilà. Je l'actionne. Dans l'air, vous n'entendez pas grand-chose. Mais si je décide de la plaquer contre ma table, alors, je ne sais pas si c'est perceptible, mais normalement, vous devez l'entendre. C'est vraiment, en fait, un effet un peu de... Enfin, voilà, c'est vraiment un effet dynamisant dans le sens où elle va apporter du volume. Et c'est là un peu où la folie commence. Hein. C'est une table d'harmonie, c'est fait avec énormément de soin. C'est vraiment un des éléments majeurs du piano. Vous doutez bien que les bois, ce ne sont pas n'importe quel bois. Hein. C'est des bois vraiment... Alors, c'est très drôle, c'est de l'épicéa, donc c'est le fameux sapin de Noël, mais le pauvre épicéa, lui, il est vraiment coupé entre 1400 et 1800 mètres d'altitude, à des endroits très spécifiques en montagne pour que le bois pousse bien droit, que les fibres ici, qui doivent être nombreuses dans les tables de haute qualité, on doit compter à peu près 10 à 12 cernes au centimètre, ce qui donne un cahier des charges. Pourquoi? Pour que le son se propage très très vite dans le bois, voilà. Et c'est ce qui fait, on va dire, un peu un bois de résonance. Je sais plus vraiment précisément les chiffres, mais ça doit être autour de 5000 mètres secondes dans de l'épicéa, alors que dans l'air, c'est 300 mètres secondes où le son se propage. Donc c'est vraiment des bois qui, traditionnellement, même si aujourd'hui c'est un peu technique, les luthiers de tout temps, dans le violon, dans la guitare et dans le piano, avaient ce qu'on appelle des bois de résonance. Ce bois-là, encore aujourd'hui, c'est vraiment passionnant. Vous avez des constructeurs qui, du coup, abattent les arbres à sève montante, en pleine nuit. Ils marquent encore les 3/4 de lune, les pleines lunes. Il y a vraiment encore un artisanat qui est dédié déjà à l'exploitation. Vous avez, si vous êtes curieux, vous allez sur Internet, des marques de fabricants de tables d'harmonie, pas uniquement pour piano, qui s'appelle Ciresa, par exemple, qui exploite dans le Piémont, là où déjà Stradivarius utilisait ses bois pour le violon. Vous avez du coup toujours aujourd'hui un fabricant de tables d'harmonie qui exploite les forêts dans le Piémont en Italie, ou alors Strunz en Bavière, en forêt noire, pour justement sélectionner drastiquement des bois et donner justement des tables d'harmonie. Donc la table d'harmonie, c'est une grande planche. Alors croyez-moi sur parole, si on veut la regarder, en fait, elle est plus fine ici sur le rebord qu'à son centre. Et surtout, elle a un galbe. Elle a un galbe, pourquoi? En fait, pour avoir l'idée, en tout cas, d'avoir quelque chose en tension. Un peu comme une peau de tambour. Vraiment, c'est d'avoir quelque chose qui puisse
qui puisse résonner le plus, voilà, le plus longtemps possible. C'est important parce qu'on va lui demander à cette table d'harmonie d'être rigide, mais à la fois d'être très flexible, voilà, vraiment d'être très souple, de bien, comme une enceinte, de bien propager le son. La corde tendue, en fait, voilà, à la table d'harmonie, entre les deux, il y a forcément quelque chose qu'on appelle un chevalet. Alors, le chevalet, ici, on le voit mal. Vous en avez deux dans le piano. Un chevalet des médiums et un chevalet, voilà, ici, pour les basses. C'est un terme un peu technique, mais l'idée, elle est toujours très simple. Ça va être l'élément qui va permettre de transmettre la vibration de la corde au chevalet. Je vous le montre beaucoup plus facilement. Ici, vous le comprenez, sur un violon. Dans l'autre sens, ce sera mieux, pour violon d'ailleurs. Vous avez ici une corde qui est attachée à ce qu'on appelle une cheville. Hein. Nous aussi, dans le piano, on en a. C'est l'élément qui va nous permettre de régler la tension de la corde. La corde va monter vers le chevalet, qui est symbolisé ici par cette petite arche. Voilà, on le voit. Et elle va descendre après, ensuite, à une pointe d'accroche. Et c'est cet élément qui va permettre au violon de résonner. Si je le retire, chose qui est vraiment faisable, voilà, sur un violon, alors bien sûr la corde touche et ne vibre plus, mais même sans ça, voilà, j'ai plus vraiment, la corde est dans le vide, elle résonne un peu, mais très faiblement. Ici, dans mon piano, c'est un peu la même chose. Allez, je pose mon violon. Vous avez donc une corde qui est tendue et qui transmet sa vibration à la table d'harmonie. Voilà, la table d'harmonie, on le voit aussi également alors, à son dos, perpendiculairement au fil du bois. Alors le fil du bois, vous avez tous fait ce jeu hein, de compter, quand un arbre est abattu, on vient du coup compter les cernes et deviner l'âge du piano. Quand je vous disais 10 à 12 cernes, ça implique beaucoup de choses. Pour l'arbre, ça veut dire que vraiment il a été contraint dans un milieu très dur et que l'arbre a grandi de façon très très lente. Là, ici, on est sur une table d'un beau Pleyel, voilà, et donc un très beau bois de table d'harmonie. Et donc on a perpendiculairement au fil du bois toujours, positionner des barres, ce qu'on appelle des barres de table. C'est une fonction tout simplement de rigidité, de construction de la table, et surtout elle va permettre de garder ce fameux galbe qu'on va lui imposer. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans l'idée reçue d'un piano, c'est l'histoire d'une vie, ça nous survit et ça se transmet de génération en génération. Alors c'est vrai, c'est-à-dire que le meuble, lui, va vraiment nous survivre. Le problème du piano par rapport au violon, c'est qu'il a énormément de contraintes physiques. Comme on le disait tout à l'heure, sur mon petit violon et donc dans mon piano, la corde va monter vers le chevalet, elle redescend. Pourquoi avoir ce mouvement-là? C'est tout simplement pour éviter que la corde ne se désolidarise, voilà, du chevalet et transmette pleinement sa vibration. On va dire un peu comme une corde de guitare qui frise, il ne faudrait pas que la corde saute du chevalet et on va dire fasse perdre toute la vibration et toute l'énergie. Décider d'appliquer un poids. Ce poids-là, nous, techniquement, c'est un peu vulgaire, on l'appelle charge, dans le sens où la corde, elle applique une charge, un poids sur la table d'harmonie. Sur un petit violon comme ça, il y a très peu de charge. Il n'y a pas beaucoup de tension de la corde. Même si l'angle est très prononcé, le violon, lui, va pouvoir le supporter toute une vie, et même plus, puisqu'un violon prend de la valeur avec le temps. Vous avez des fameux, justement, Stradivarius qui valent des millions d'euros 600 ans après. Alors pas 600 ans. Nous, dans le piano, hélas, en fait, il y a tellement de cordes, on l'a dit tout à l'heure, il y en a 220, et il y a tellement de tension qu'en fait, il faut se représenter que sur cette table d'harmonie, c'est comme si un homme, il y a à peu près entre 80 et 100 kilos qui se couchaient sur la table. Et ce poids-là, en fait, la table, elle va pas pouvoir le supporter toute sa vie. Au fur et à mesure des années, excusez-moi, je pose ça, la table d'harmonie, elle, va venir s'affaisser, s'affaisser, s'affaisser dû au poids. Et c'est ce qu'on dit qu'un instrument, en tout cas, a le potentiel musical. Une table d'harmonie dure à peu près 80 à 100 ans quand elle est bien construite. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'un piano, on le jette après 80 ans. Il y a des marques très connues qui disent « je ne sais pas combien de temps dure un piano, ça ne fait que 250 ans que j'en fabrique ». Malgré tout, ça veut dire que tous les 80 ans, il va falloir, pour cette table d'harmonie,
y faire quelque chose. Alors, soit si elle est encore en très très bel état, on peut des fois lui redonner du galbe, ou alors, dans le pire des cas, on la change. Alors, quand on la change, c'est une opération que moi, j'ai eu la chance voilà, de voir et d'entendre une fois. C'est plus le même piano, voilà, disons-le clairement. Ça a vraiment une importance très importante, enfin, ça a vraiment une importance dans le son et le timbre de l'instrument. C'est ce qui va lui donner un peu sa patte sonore. Donc, vous voyez, d'ores et maintenant, on a parlé vraiment de structure harmonique, d'instruments à cordes, de choses vivantes. Alors, vous inquiétez pas, on va vraiment parler de tous les pianos. Vous avez aussi également derrière moi un piano numérique qui aujourd'hui fait partie de la famille des pianos. Et je vais vous présenter aujourd'hui, du coup, un peu les pianos. Les pianos, pourquoi? Ce sont du coup des pianos, comme ici on dit un piano à queue. Alors c'est un piano qui est présenté horizontalement, qui est un peu l'originel, l'original. Bartolomeo Cristofori lui-même était avant tout facteur. Alors on dit facteur dans le sens manufacture, fabricant. Il était donc à la base fabricant de clavecins. C'est pour ça qu'on fait souvent le mauvais parallèle de dire que le clavecin était l'ancêtre du piano. Mais en fait, c'était plutôt un autre instrument qu'on connaît moins, qui était ce qu'on appelle un clavicorde. Alors, le clavicorde, tout simplement, c'est un instrument, on va faire une petite expérience, je vais essayer de vous en simuler un avec un piano, mais de la même famille. Donc, c'est un instrument à cordes, à touche et on va dire à cordes frappées, voilà, par un petit marteau. Bartolomeo Cristofori, lui, il n'est pas parti de rien. Il a pris ce clavicorde, il était fabricant de clavecins et donc il a pris ce qu'il savait faire à l'époque, un clavecin, le meuble du clavecin. Et il y a mis finalement un clavicorde qu'il a su adapter. Qu'est-ce que ça pouvait donner ? Tiens, petit aparté, un grand classique pour tous les amoureux des pianos à queue, professeurs et amateurs, le fameux stylo qui tombe dans le piano. Alors je fais vraiment une parenthèse qui n'a rien à voir, mais comme c'est un très très grand classique, je me permets, petit détail technique, de vous inviter à cet exercice. Ici vous avez un manche de marteau, mais peu importe le résultat est le même, le stylo tombe à l'intérieur. Et donc 9 fois sur 10, on nous dit « Oh là là, j'ai un petit bruit dans mon piano, docteur, qu'est-ce que c'est ?» Très simple, si vraiment vous le sentez, si vous ne le sentez pas, il n'y a rien de grave. Très généralement, 9 pianos sur 10, ça peut se passer très simplement comme ça. Vous avez votre couvercle, vous le pincez avec vos 2 doigts, et ce couvercle-là, vous allez tout simplement le monter, voilà, pour en fait sortir le couvercle. Il peut y avoir une petite résistance à gauche due au ressort. Mais sinon, voilà, sous vos yeux ébahis, hop, on peut retirer le couvercle et venir récupérer son stylo. Alors, vous pouvez continuer à nous appeler si vous ne sentez pas de le faire, mais globalement, quand même, je vous assure, c'est pas grand-chose. Je m'en permets, je triche d'avance, j'avais déjà préparé, je dévisse, et je vais vous faire une petite expérience en live, qu'on espère concluante, qui était donc de vous expliquer vraiment le potentiel de l'invention de Bartolomeo, qui est donc le bâton d'échappement, par rapport à son ancêtre, le fameux clavicorde. C'est pour ça qu'on n'est pas tous clavicordistes. Et donc, je vais en fait me permettre, alors c'est un peu, voici l'intérieur, une mécanique de piano à queue. Je vais me permettre de simuler en fait la suppression du bâton d'échappement avec une feuille de sopalin, 2 feuilles de sopalin, dis donc, invention magnifique. Alors, si vous voulez faire cette expérience chez vous, ne le faites pas. Voilà. Hop, on remet. Voilà. Et donc, normalement, vous avez ici un piano tel que vous le connaissez. Et au milieu, et je retrouve mon piano. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas d'échappement. C'était le grand problème du clavicorde. C'est-à-dire que dès qu'on jouait, les marteaux restaient collés aux cordes et bloquaient le son. Ce qui fait tout simplement qu'on était obligé de jouer pizzicati pour se faire entendre. Voilà. Tout simplement, grâce à l'échappement, Bartolomeo a pu permettre la naissance du piano. On l'en félicite quand même. Hop. Et là, vous allez voir, hop, je vais retrouver un instrument.
le piano de Bartolomeo. Donc, pour revenir un peu à notre structure harmonique, hein, qui était, excusez-moi la digression, mais c'était, on va dire, assez important. La structure harmonique, elle est vraiment la signature. C'est-à-dire, il y a des éléments un peu techniques, comme on le verra plus tard, le marteau, qui lui a une très grande importance. C'est-à-dire que si la table d'harmonie, c'est l'âme du piano, le marteau, lui, c'est le cœur. Dans le sens où sa qualité va vraiment timbrer, donner un peu du timbre à l'instrument. Mais voilà, vraiment, la table d'harmonie, c'est plutôt ce qu'on appelle la richesse harmonique. Ça va être vraiment un peu la signature de chaque marque. Elle est composée également d'un cadre en fonte. Alors un cadre en fonte, peut-être que voilà, on peut voir une photo. Le cadre en fonte, lui, c'est l'élément qui se situe à l'intérieur du piano, ici, et qui va permettre de soutenir en fait l'ensemble tout simplement de la tension des cordes. Cette tension, elle est très importante. Vous avez 220 cordes, on l'a dit, tendues en moyenne à 70 kg, ça fait 14 à 16 tonnes de tension, voilà, qui s'exerce dans l'instrument de façon longitudinale. La corde, on le tire dessus. Vous vous souvenez de la charge, c'était 100 kg de façon verticale, et en gros, voilà, 14 à 16 tonnes de façon horizontale. Cette tension-là, elle va être répartie dans un cadre qui est en fonte depuis peu de temps, depuis... alors, je ne sais plus, c'était Babcock ça a dû être à peu près en 1900, 1910 que ça s'est vraiment généralisé, voilà, à peu près. Pourquoi? Parce qu'auparavant, tout était en bois. Et la tension, les fameux cadres bois, voilà, les pianos à baïonnette qui ont maintenant aujourd'hui 120, 130 ans, ne tiennent plus l'accord, tout simplement parce qu'ils ne supportent pas cette tension qui est exigée dans l'instrument. Ce cadre en fonte, il est important, il est très rigide. Pourquoi la fonte? On pourrait essayer d'alléger un peu l'instrument, mais tout simplement parce que c'est inerte, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment un matériau qui puisse supporter beaucoup de tension et surtout qui ne rentre pas en résonance, parce que le piano, vous le savez, c'est vibratoire, c'est un instrument qui produit énormément de bruit. Et donc un peu tout comme l'idée des soldats qui marchaient sur le pont et qui, à une certaine fréquence, le faisaient résonner et détruisaient le pont, eh bien dans le piano, on a voulu s'éviter ça. On a donc choisi un matériau inerte, qui était de la fonte, qui représente à peu près 100-120 kg, donc c'est quand même déjà un tiers du poids de l'instrument, et qui est là justement pour pouvoir supporter toute cette tension qu'exige vraiment l'instrument. C'est un élément important. Et donc ce triptyque, corde, table d'harmonie, cadre en fonte, ça va être vraiment ce qu'on appelle la structure harmonique. La structure harmonique, les fabricants, comment vous dire, c'est vraiment une spécificité. C'est-à-dire que chaque fabricant va avoir son petit, ses petits gimmicks, ses astuces, ses qualités de bois, son cahier des charges. On parlait de la table d'harmonie, mais les bois de table d'harmonie, dites-vous bien, tellement c'est fou, ils sont donc séchés encore aujourd'hui à l'air libre, et surtout ils sont mis sur des plateaux tournants pour que le bois se trouve toujours face au vent et que le fil ne gauchisse pas et que le bois ne travaille pas et il soit toujours tout droit. Donc c'est vraiment quelque chose qui est poussé très très loin. Il y a un peu des petits secrets de marque. Alors nous, on a la chance des fois d'entrer dans les usines, de travailler avec elles, etc. Mais quelque part, dans le process de fabrication déjà de la structure harmonique, il y a un secret. Voilà. Cette fabrication, cette tension, beaucoup est réparti au cadre, mais il y en a aussi pas mal de cette tension qui est distribuée à ce qu'on appelle des barrages. Alors des barrages, c'est des très grosses poutres qui sont vraiment sous le piano, sous un piano à queue, ou derrière dans un piano droit. Est-ce qu'on va les voir dessiner quelque part ? Non, mais en tout cas, une partie de cette tension est vraiment distribuée et réservée à ces éléments qui sont des grandes poutres. Et il y a même une petite partie qui est destinée aussi à ce qu'on appelle la ceinture. La ceinture du piano, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait l'extérieur, ici, cette forme galbée qui donne la forme d'un piano à queue. Sur un piano droit, c'est pas forcément le cas. Le meuble importe moins. Mais tout ça pour vous dire que chaque fabricant va distribuer savamment cette tension
en donnant des contraintes plus ou moins importantes au meuble. Et ça va vraiment donner la marque, la patte sonore d'un Kawai, d'un Steinway, d'un Yamaha. Il ne suffit pas d'interchanger les bois et les tables d'harmonie ou les matériaux pour retrouver le son d'un Steinway si c'est fabriqué par Yamaha. C'est en fait énormément de petits éléments qui vont donner la richesse, donc ce côté harpe en fait, la structure harmonique, de donner un peu la richesse du piano. Et ça, chaque fabricant ont un peu leur esthétique sonore déjà rien qu'avec ces 3 éléments-là. Vous avez à peu près dans un piano un peu plus de 10 000 pièces. Alors, nominative, hein, c'est-à-dire que dans un piano, je ne sais pas en fait combien il y a de pièces, c'est juste énorme. Ne serait-ce que dans la mécanique, si on veut toutes les compter, il doit y en avoir pas loin de 10 000. Mais si vraiment, voilà, on veut les compter un peu toutes, il y en a peut-être 14 000 dans l'ensemble du piano. Et donc, ne serait-ce qu'avec 4 éléments, déjà, on va avoir vraiment quelque chose de très important, voilà, pour l'instrument. Je pense avoir fait un peu, j'espère en tout cas, une synthèse un peu de tout ce que peut être la structure harmonique. Si vous avez des questions, je suis preneur, je vous écoute. Oui, du coup, Clément, donc bonjour à tous. Il y a Monsieur Marion qui nous demande, enfin qui te demande, la table d'harmonie, elle est composée d'une seule pièce de bois ou est-ce que ça peut être des pièces de différents arbres collées ensemble? Ouais. Ah, c'est une très bonne question. Alors non, effectivement, en fait, la table d'harmonie, c'est des planches de bois qui sont vraiment jointées bord à bord et collées. Elles sont collées, c'est des planches qui font 15 cm de large à peu près, hein, et elles vont être en fait assemblées des fois avec différents éléments, effectivement, différentes qualités de bois. On a parlé de l'épicéa, c'est mentir que de dire que tous les instruments et toutes les tables d'harmonie sont faites exclusivement d'épicéa. On a aujourd'hui des très bons bois de résonance au Japon, ou alors des magnifiques Sitka qui sont beaucoup exploités aussi au Canada, aux États-Unis. Et donc maintenant, aujourd'hui, les fabricants, je pense toutes firmes comprises, ou presque, ont choisi de panacher le meilleur de tous. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des mélanges, voilà, ils vont prendre des planches, et en fait, tel un graphiste, tel vraiment un artiste, ils vont choisir vraiment plutôt en fonction du dessin, du fil, voilà, du bois, de les coller pour qu'il y ait une sorte d'harmonie, de logique. C'est des choses qui sont encore travaillées énormément à la main, hein, tout simplement. Et sur certains modèles, je sais qu'ils mélangent pêle-mêle les essences de bois, donc ils le prennent vraiment purement par rapport rien qu'au dessin du fil. Après, certaines marques, j'ai cru comprendre, puisqu'on ne nous dit pas tout, que malgré tout, il y avait quand même des essences utilisées à certains endroits spécifiques, voilà, de la table. Mais dans l'idée générale, c'est pas une grande planche uniforme, ce serait pas possible parce que la surface est trop grande, hein. Vous avez vu, c'est à peu près un peu plus d'1 mètre carré, 1 mètre carré et demi pour les grands modèles. C'est vraiment des planches de bois qui sont assemblées bord à bord et qui après vont être mis dans un moule, toujours pour cette histoire de galbe et de charge, hein, qui vont être mis dans un moule et où on va venir plaquer ces fameuses barres de table, souvenez-vous, pour former vraiment une sorte un peu de lentille, hein, quelque chose, voilà, une peau de tambour bien tendue. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Également, la table d'harmonie a-t-elle été réalisée qu'en bois ou est-ce qu'il y a eu d'autres matériaux que... Oui, en fait, pourquoi le bois? Alors, c'est difficile à répondre. C'est une très bonne question. Nous avons une marque d'harmonie qui se propose, enfin, une marque de piano qui se propose de fabriquer des tables d'harmonie en fibre de carbone. Alors c'est génialissime, c'est vraiment important comme innovation dans le sens où l'idée étant qu'il n'y ait pas de variation d'hygrométrie, puisque en fait clairement le bois, on va dire que son avantage c'est qu'il est pas cher. Et il est facile à usiner. Son inconvénient, c'est qu'il est assez susceptible aux variations de chaleur, mais surtout d'hygrométrie. Et c'est ce qui va provoquer d'ailleurs un peu le fait que l'instrument se désaccorde. Donc l'idée d'avoir une table d'harmonie en fibre de carbone, c'était surtout d'avoir un instrument avec un accord qui soit très pérenne et qui tienne des années et des années. Et surtout d'avoir un matériau qui puisse garder le galbe presque de façon indéfinie. Voilà, tout simplement, quelque chose de beaucoup plus rigide, mais en étant léger.
Et donc ça se fait. Aujourd'hui, voilà, ça se fait. Je vais vous donner mon avis personnel. C'est que c'est encore en recherche. Je pense qu'il y a de très belles choses. Moi, j'ai eu la chance d'en entendre à plusieurs reprises. Voilà, et on peut saluer vraiment la firme Steingreber qui produit ces pianos avec des tables d'harmonie en fibre de carbone. Malgré tout, voilà, c'est vraiment un autre instrument. Ça change. C'est vrai que pour le coup, ça change du tout au tout. C'est un autre timbre. Et je suis peut-être un peu trop classique, mais c'est vrai que ça me laisse pas indifférent, hein, on peut le dire. Bon, alors si vous le voulez bien, je vais boire un petit peu. J'espère en tout cas avoir répondu à une partie un peu de vos questions, hein, sur la structure harmonique, qui de toute façon c'est infini, hein. Vraiment, si on veut parler de tous les détails, tout est passionnant et on pourrait vraiment rentrer dans tout ça.